Et voilà, normalement on m'entend bien. J'attendrai Impeccable. le retour du chat pour me confirmer ça. Donc bonsoir à tous. Bienvenue pour une nouvelle Voilà. émission. On est reparti, je pense, pour d'ici la fin de l'année. On va avoir une belle petite série. On est en train d'agrémenter les invités. Donc on va avoir une belle petite série d'invités qui vont arriver. Donc on repart ce jeudi soir avec un podcast autour du thème de la recherche et du doctorat. Donc avec moi et Quentin, on va poser des petites questions. On va poser vos questions aussi dans le chat. Et puis bah, on va discuter avec donc un enseignant-chercheur et deux doctorants. Bah, je vais vous laisser vous présenter un par un ce que vous faites, d'où vous venez un peu votre parcours aussi, qu'est-ce que vous avez fait un peu auparavant, études, et puis comment vous êtes arrivé soit enseignant-chercheur, soit maintenant à être doctorant. Et puis après, bah, on enchaînera avec nos questions. Et Quentin, on enchaînera avec nos petites questions. Donc, bah, on va commencer par les doctorants. On- Émilie, donc Émilie, elle n'a pas pu activer sa caméra. Euh, on s'excuse. Enfin, donc voilà, on est vraiment désolé. Donc ce sera la petite cam orange. Ça sera Ouais, je Émilie, suis la petite caméra désolée. orange. Donc Non, vas-y. franchement, je suis vraiment désolée parce que c'est vrai que même quand je donne des cours dans le cadre de mon doctorat, j'aime bien pour motiver les élèves mettre ma caméra, mais là, ça veut vraiment pas, donc vraiment désolée. Il n'y a pas de souci. Dis-nous comment t'es arrivé là. Ok, pas de souci. Du coup, je m'appelle Émilie Lafont. Donc, après mon bac, j'étais un peu curieuse de tout. Et déjà, en fait, choisir la filière S, pour moi, c'était renoncer au moins de choses possibles. Parce que je pouvais encore continuer les langues, je pouvais continuer la philo, je pouvais continuer plein de choses. Et du coup, comme après mon bac, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je savais que je voulais être dans les sciences, mais je ne voulais pas perdre tout ce qu'il y avait d'autre dans mon parcours, comme les langues, entre autres. J'ai décidé de m'orienter vers une classe prépa pour rester très généraliste et me laisser un petit peu le temps de mûrir mon projet. Donc j'ai intégré une petite prépa filière physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et puis au fil de l'année, j'ai préféré la physique-chimie aux sciences de l'ingénieur. Donc je me suis orientée en deuxième année sur la filière physique-chimie. À l'issue de ma deuxième année, j'ai donc passé les concours pour intégrer une école d'ingénieur et j'ai eu Télécom Saint-Étienne. La première année est assez généraliste, on touche à beaucoup de matières. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans cette école-là, c'est que comme j'étais toujours pas très décidée sur ce que je voulais faire exactement, je me suis dit que ça me laissait encore le temps de mûrir mon projet à nouveau et aussi de découvrir des matières que je connaissais pas comme le réseau, entre autres, et l'électronique qui n'était pas très très développée en prépa physique-chimie. Et ensuite, en deuxième année, du coup, on nous demande de choisir un petit peu plus en détail des matières qui seraient dominantes dans notre parcours. Et je me suis plutôt orientée, moi, vers de l'optique photonique. Et à l'issue de cette année-là, j'ai décidé de faire un stage optionnel en recherche parce que ça me trottait dans la tête depuis un moment déjà, la recherche, mais j'étais pas sûre d'être faite pour ça. Donc du coup, je me suis dirigée vers le laboratoire Hubert Curien et c'est un stage qui m'a énormément plu. J'ai adoré tout ce que j'ai fait, mais ce qui me manquait à moi, c'était un petit peu la composante médicale, on va dire. Parce qu'à l'issue, en fait, de mon année terminale, j'avais hésité à intégrer une université de médecine, mais plutôt pour me diriger toujours vers de la recherche, par exemple, de la recherche pharmaceutique. Et à l'issue de ce stage, donc, j'ai dit aux deux encadrants qui m'encadraient du coup à l'époque et qui sont maintenant mon co-encadrant de thèse et l'un de mes directeurs de thèse, que j'avais vraiment adoré l'expérience que j'avais eue à leur contact et dans leur équipe, mais que moi, il manquait cette petite composante. Et c'est pour ça que du coup, en dernière année, j'ai décidé de faire un double diplôme, donc d'aller faire un master à Montpellier en physique biomédicale, d'abord pour apporter une coloration un peu recherche à mon parcours, et puis aussi pour compléter un petit peu parce que j'avais envie, en fait je trouvais que les cours qui étaient proposés en dernière année à Télécom ne me permettaient pas vraiment une application dans le domaine que je voulais moi, de mes compétences. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce master. Après ce master, du coup, il fallait que je trouve un stage qui me permettait de valider à la fois les exigences du master et les exigences de mon école d'ingénieur pour valider les deux diplômes. Et je suis partie au Canada dans ce cadre-là. J'ai fait de nouveau un stage en laboratoire parce que j'ai oublié de le dire, mais en première année, j'avais fait un stage plutôt en industrie, en entreprise, parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait avant de me diriger, on va dire aveuglément, vers la recherche en peut-être l'idéalisant. Et je me suis rendu compte que je préférais, moi, en tout cas, ce qu'on me proposait comme activité et la polyvalence qu'il y avait aussi derrière tous les métiers de la recherche. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée à nouveau vers un laboratoire de recherche.
Et suite à ça, en fait, moi, enfin, pendant ma dernière année de master, j'avais commencé à regarder un petit peu des offres d'emploi pour me faire une idée, parce que j'étais pas encore sûre de vouloir faire une thèse, ça me trottait dans la tête, mais j'étais pas certaine. Et du coup, j'ai commencé à regarder les différents postes qu'on pouvait obtenir après sa troisième année, du coup, et donc l'obtention d'un diplôme d'ingénieur. Et je me suis rendu compte, notamment, il y a plein d'autres métiers, on pourra revenir là-dessus, mais que à choisir entre, par exemple, ingénieur d'études et ingénieur en recherche et développement, je préférais largement ce qu'impliquait ingénieur en recherche et développement. Et puis, j'avoue que enseignant-chercheur, ça me disait aussi bien. Et du coup, eh ben, j'ai commencé à prospecter un petit peu, à chercher des offres de thèse, à candidater. J'avais été reçue à plusieurs. Et puis, en fin de compte, ce sont mes deux encadrants lors de mon stage en fin de deuxième année d'école d'ingénieur qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit, écoute, Émilie, on t'avait fait des lettres de recommandation pour que tu postules à d'autres thèses, mais nous aussi, au final, on a une thèse à te proposer. On va développer une co-tutelle avec un laboratoire au Canada. Et du coup, l'idée serait de développer un capteur avec nous, un système de détection optique qu'on a mis au point au laboratoire, mais qui serait appliqué du coup à de la détection d'espèces biologiques. Est-ce que ça te dirait? Et voilà comment, du coup, j'ai fini par me retrouver étudiante en doctorat en co-tutelle entre le Canada et la France. Ok, super. Eh ben, c'est bien rempli. Ah, c'est riche, ça, Ouais, Il y a un assez de, portrait. c'est il y a assez de place sur le CV. Ok, ok. Et du coup, concrètement, c'est un doctorat sur un capteur, en fait. C'était un doctorat sur un capteur. Voilà, c'est ça, je développe un capteur, moi, donc en fait, si on fait une co-tutelle, c'est pour ça, c'est pour que je bénéficie à la fois du domaine d'expertise du laboratoire Hubert Kirlien, qui dans mon cas est plutôt le système optique que je vais utiliser pour détecter, et l'expertise qui est plutôt attraite à mon second laboratoire, qui est celui de l'Université d'Ottawa. Et eux, c'est plutôt tout ce qui est fluidique et fonctionnalisation, parce que du coup, détecter des espèces biologiques, ça induit qu'on doit déposer des petites couches sur ce que j'utilise pour venir les capturer. Ok, super, merci beaucoup. De rien. Impeccable. On peut passer peut-être à Pierre-Antoine, du coup? Ouais, ouais, pas de souci. Donc moi, je m'appelle Pierre-Antoine Tissot. Donc après le bac, c'était totalement différent. C'est que moi, je savais exactement dans quel domaine je voulais aller. Je savais que je voulais aller dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. Donc je me suis orienté directement vers une prépa intégrée dans une école d'ingénieur. Donc j'ai fait Grenoble INP et Zizar, qui est à Valence. Donc c'est une école qui est spécialisée justement en électronique et en informatique. Et j'ai enchaîné donc les 5 ans là-bas, donc une prépa intégrée classique, tout ce qui est de plus classique. Et ensuite, on avait deux filières, une filière qui était plus informatique réseau et une filière plus électronique. Donc j'ai choisi la filière électronique parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Je préférais être sur du matériel que plus sur du logiciel. Et ensuite, en dernière année, donc en troisième année de cycle ingénieur, on a une autre spécialisation. Et là, la spécialisation que j'ai choisie, c'était sur la sécurité. C'est une spécialisation sécurité électronique. Donc c'est un peu, voilà, c'est que en dernière année, donc il n'y a pas non plus une grosse formation dessus, mais ça permet de poser beaucoup de bases et ben, sur un peu voilà, tout ce qui est cybersécurité, mais électronique. Ensuite, ben, j'ai fait un stage de fin d'études à côté de Saint-Étienne, là, dans une entreprise privée, dans une start-up. Et j'avais toujours l'idée de pourquoi pas faire une thèse, partir dans la recherche pour au moins un peu voir ce que c'est. Je ne sais pas encore si je vais devenir chercheur à plein temps ou si je vais peut-être plus repartir côté ingénieur en faisant du développement. Mais voilà, je voulais savoir ce que c'était. Et j'ai eu la chance, grâce à un de mes enseignants de Les Isards, de pouvoir avoir le contact de Lilian, qui est là aujourd'hui, Lilian. Et j'ai dit, bah, vas-y, je fais une candidature spontanée. Donc je lui ai envoyé en disant, voilà, je suis à la recherche d'un sujet de thèse. J'avais pas encore trop d'idées spécifiques. Je savais que Lilian était au laboratoire Hubert dans une équipe qui faisait de la sécurité matérielle, mais je savais pas encore exactement, il n'y avait pas de sujet précis. Et j'ai eu de la chance de tomber au moment où Lilian, donc Lilian qui est mon directeur de thèse, et Vincent, mon autre co-encadrant, euh, qui, qui avait un sujet qui était préparé mais qui n'avait pas encore été diffusé.
Donc, je suis tombé à un moment où, en fait, le sujet était prêt, mais pas encore diffusé. Donc, comme j'ai fait une candidature spontanée, ils m'ont directement proposé. Il y a eu plusieurs étapes pour, on va en parler de toute façon après, mais pour récupérer que le financement il soit bien bon. Donc, il y a plusieurs étapes à faire avant. Et du coup, en juillet dernier, j'ai pu être sûr que j'allais commencer mon doctorat là à partir de octobre. Donc j'ai commencé un doctorat en octobre sur la sécurité matérielle. Donc sans rentrer dans les détails, c'est essayer de trouver des contre-mesures contre des attaques faites sur des cibles de chiffrement. Voilà, faire du chiffrement sur une carte électronique et essayer de protéger ces chiffrements-là sans pouvoir récupérer les informations. Voilà, voilà à peu près. Si j'ai bien compris, en gros, on est là pour la cybersécurité matérielle, c'est essayer de protéger les données qu'il y a dans le matériel en les Mhm. chiffrant électroniquement, en fait, c'est ça? Alors, le chiffrement, c'est vraiment du chiffrement, de la cryptographie. Et en fait, on a des attaques qui sont très puissantes aujourd'hui si on a la carte entre les mains en lisant enfin, en lisant des fuites, en regardant des fuites qu'il y a, donc des fuites de consommation d'énergie, des fuites d'émanation électromagnétique, ou alors à l'inverse en injectant des fautes. Donc en envoyant des injections laser ou en envoyant des fautes sur l'horloge, on peut justement récupérer des informations sur ce que le programme est en train de faire et donc récupérer une clé chiffrement. Et donc le but, c'est de trouver un moyen de contrer ces attaques-là. Et le problème, c'est que ces deux attaques, elles sont un petit peu contradictoires entre elles. Si on se protège beaucoup sur une partie, on va être très vulnérable sur l'autre partie. Et inversement, si on se protège beaucoup contre les injections de faute, on va être beaucoup plus vulnérable sur le fait de pouvoir lire les données. Et donc, le but, c'est de trouver des contre-mesures contre des attaques qui sont combinées. Donc, si on a quelqu'un qui peut et injecter des fautes et en même temps lire des fuites, il faut trouver un moyen de se protéger contre les deux simultanément. Voilà. Ok. D'accord, ok. Bah super, merci beaucoup. Ah, peut-être on passe peut-être à Lilian, si tu peux te présenter. Ouais, merci, je vais essayer de ne pas être trop long. Donc moi, certains me connaissent déjà, hein, donc je suis effectivement enseignant-chercheur, donc enseignant en télécom Saint-Étienne et chercheur au laboratoire Hubert Curien. Je suis professeur des universités, alors on pourra parler après en fait des différents types d'enseignants-chercheurs en fait. Donc moi, bon, pour résumer, donc j'ai commencé l'électronique très 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 tôt dans ma vie, 15 ans après le collège en fait, parce que je voulais pas faire d'études générales et tout ça. J'étais pas très très bon à l'école. En tout cas, voilà, j'avais envie de bidouiller l'électronique et d'utiliser des appareils compliqués avec plein de boutons dessus. Donc je commençais à faire ça. Et puis bon, là, ça m'a beaucoup intéressé. Et assez rapidement, en fait, donc j'ai continué là-dedans. Et assez rapidement, je me suis dit que c'était une bonne chose d'enseigner l'électronique vraiment dès le lycée. C'était quelque chose qui m'intéressait. Donc après le bac, j'ai fait une prépa technique, alors qui s'appelle aujourd'hui TSI, qui s'appelait TA à l'époque. Et donc, je voulais rentrer à l'ENS Cachan et j'ai pas réussi après l'aspect. Et comme j'avais pas envie de refaire une deuxième spé, je suis parti dans une école d'ingénieur qui s'appelle l'NCA, l'École nationale supérieure d'électronique et de ses applications à Cergy-Pontoise, avec toujours en tête l'optique de pouvoir intégrer le NS Cachan, ce qui était possible en dernière année. Donc j'ai intégré finalement, j'ai réussi cette fois-ci à intégrer le NS Cachan donc en prépa agrég. Là j'ai passé de l'agrégation électronique. Bon après quand on rentre à l'école normale supérieure, on est payé en tant que fonctionnaire, donc ça permet de prendre son temps. Donc là j'ai décidé de prendre mon temps et d'aller faire alors à l'époque ça s'appelait un DEA, un diplôme d'études approfondies, maintenant ça s'appelle un master à l'INSA de Rennes. Et c'est là, alors je savais pas trop si j'allais faire enseignant tout court ou enseignant-chercheur. Et puis j'ai rencontré là des, des profs qui sont venus me donner des cours qui m'intéressaient vraiment énormément. Et donc ils venaient tous d'un petit laboratoire à Lorient. Et je suis allé les voir en disant, bah voilà, j'ai envie de travailler avec vous ces sujets-là. Alors il se trouve que quand on est normalien, on a la chance de pouvoir avoir des bourses d'office, c'est-à-dire que le laboratoire qui nous accueille n'a pas besoin de chercher un financement pour payer le doctorant, parce que le doctorant arrive avec son financement et est payé. Donc normalement, on a accueilli plutôt les bras ouverts par les laboratoires. C'est ce qui s'est passé.
Donc moi j'ai travaillé 3 ans sur les architectures reconfigurables, les architectures de calcul reconfigurables, qui sont proches de choses que vous pouvez connaître, qui sont du type FPGA, des choses comme ça. Donc c'était une thèse assez théorique, un peu fondamentale. Et pendant cette thèse, j'ai eu une super opportunité d'aller faire plusieurs séjours de recherche à l'université du Massachusetts aux États-Unis. Et à travers ces séjours-là, j'ai commencé à réfléchir à d'autres sujets et j'ai commencé à travailler dans le domaine de la sécurité. Et donc après ma thèse, ben, j'ai d'abord eu un premier poste d'ancien chercheur de maître de conférence à l'IPB, Institut Polytechnique de Bordeaux. J'enseignais à l'ENSERB et puis je faisais ma recherche dans un laboratoire à côté. Et après, ben, j'ai en fait décidé pour des raisons familiales en fait, de venir sur Saint-Étienne. Et puis voilà, depuis 2010, je suis donc à Saint-Étienne et donc au laboratoire Auberturien où alors, en fait je dirige une équipe qui est donc spécialisée en sécurité, système embarqué et architecture matérielle. Et puis depuis quelques années aussi, je suis le directeur d'un des deux départements de ce laboratoire, donc le département informatique, sécurité, image. Donc voilà pour un court résumé. Il y a un très riche parcours. Je pense que Bah, tous, c'est super. tous assez impressionnés du parcours. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces podcasts, pour que vous puissiez découvrir des personnalités autres que juste au travers des cours, qui sont à même pas 50 mètres de nous, hein, parce que vous travaillez, c'est ça, le laboratoire est juste en face de l'école. Juste effectivement, juste en face. Donc c'est ça. C'est assez marrant de voir qu'on a des aliens en face de nous et que nous, on est Et là non, je étudiants. suis pas sûr qu'on est. Non, mais ok, c'est super cool. Ok, et bah écoutez, on va peut-être pouvoir attaquer les questions. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Et ben c'est parti. Je te laisse poser la première. Ça roule. Euh, Concrètement, un doctorat, c'est quoi? On y passe combien de temps? Niveau organisation, ça se passe comment? Niveau des études, au niveau de la quantité de travail, au niveau de la vie sociale, parce qu'on peut en passer, on peut en parler aussi. La majorité des gens qui regardent ça, on fait prépa, on sait ce que c'est que d'étudier sans avoir de vie sociale. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que voilà, tout ça? Comment ça se passe finalement? Un doctorat, c'est quoi? Alors, je sais pas, on peut commencer par Émilie? Bon, bah, je vais me jeter dans le bain alors. Bah, du coup, moi, je dirais pas du tout que c'est être seul, d'autant plus quand on fait une thèse en sciences, contrairement aux sciences sociales, par exemple, où je pense qu'ils sont bien plus isolés, parce qu'ils font plus de travail de terrain, je pense, et de recherche, comment dire, dans des archives, par exemple, alors que nous, c'est pas forcément le cas. Au contraire, on est obligé de venir, pour la plupart, en tout cas, au laboratoire pour faire nos expériences, donc je dirais pas du tout que c'est être seul. Moi, je dirais que contrairement aux gros clichés qu'on peut avoir derrière, du genre il faut être très intelligent pour faire un doctorat, moi je pense surtout qu'il faut être déterminé, que c'est la qualité première. Parce que on enchaîne souvent les échecs et c'est après une longue série d'échecs qu'on a des résultats. Donc si on n'est pas à minima persévérant, ça ne peut pas fonctionner. Un autre mot que j'utiliserais aussi pour qualifier le doctorat, ce serait polyvalence et j'ajouterais même adaptation. Parce que par exemple, dans mon cas, moi j'ai un projet, j'ai de la chance, j'adore ça, où je pars de la base, je fais des simulations, je crée la cuve dont j'ai besoin, et après je vais jusqu'à mesurer les performances et comparer. Donc c'est vraiment quelque chose de très global, je ne suis pas que sur une petite partie, je fonctionnalise mes réseaux et tout ce que j'utilise. Et du coup, ça demande ben, de pouvoir faire de la simulation. Puis si on trouve quelque chose qui fonctionne, aller le fabriquer, le caractériser. Et puis si on se rend compte qu'au final, quand on le teste, ça fonctionne pas, et ben, il faut de nouveau revoir ce qu'on avait prévu la semaine et recommencer à fabriquer. Donc ouais, polyvalence. Après, moi, c'est vrai que j'ai voulu aussi, puisque je l'ai dit au tout début, du coup, j'aimerais beaucoup être plus tard maître de conférence. Et du coup, ça implique, en tout cas, c'est mieux d'avoir une expérience dans l'enseignement. Donc, dans le cadre de mon doctorat, moi, j'ai demandé à dispenser des cours. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est quelque chose de complètement différent que j'adore, mais qui prend du temps aussi. Organisation aussi, c'est un autre mot très important. Et d'autant plus, là, moi qui suis en co-tutelle, je vois l'intérêt d'être organisée. Et côté, vous demandiez un petit peu durée et cours.
Durée, ça va complètement dépendre du pays que vous demandez et du cadre dans lequel vous le demandez. Parce que par exemple, en France, normalement pour les tests de sciences, si je dis pas de bêtises, au pire vous me reprendrez, mais normalement c'est 3 ans. Et après, on peut demander une prolongation, je crois que c'est d'1 an, mais il faut vraiment des raisons bien justifiées. Et alors qu'au Canada, par exemple, si j'avais fait la même thèse que celle que je fais là, quand on signe un contrat là-bas, le contrat il est de 6 ans de base. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes durées. Par exemple, donc c'est pour ça que moi, par exemple, dans le cadre de ma co-tutelle, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu pour que, comme j'ai bénéficié d'un contrat ministériel où la France va me financer sur 3 ans, je fais 3 ans et après, normalement, j'en ferai une 4e et là, ce sera mon laboratoire canadien qui financera cette année-là. Donc, en termes de durée, je pense qu'on peut partir sur 3 ans au global si on fait une thèse en France et que c'est en sciences, mais après, ça dépend vraiment du reste. Et pour les cours, j'avoue que moi, c'est un petit peu particulier, du coup, je sais pas si je vais m'étendre, mais en gros, j'ai des exigences à satisfaire du côté français et du côté canadien, parce que du côté canadien, si je veux obtenir le diplôme canadien en plus du français, ils n'ont pas du tout les mêmes exigences. C'est-à-dire que, par exemple, contrairement à la France, en France, vous devez assister à des cours euh, dans ce qu'on appelle des soft skills, qui sont répartis entre soft skills et plutôt d'autres compétences, mais plutôt orientées scientifiques, on va dire. Alors qu'au Canada, je vais vraiment devoir assister à des cours, passer des examens. Je dois avoir au moins 75% de réussite parce que sinon, ben, je dois repasser les cours. Ils en demandent 3 maximum, c'est beaucoup d'investissement. Et là, par exemple, d'ici une semaine, ils exigent que je passe 1 mois à étudier des bouquins théoriques que des enseignants que je ne connais pas m'ont choisis. Et ensuite, je dois passer un examen. Et si à cet examen, j'ai pas de nouveau au moins 75%, là par contre, ils peuvent me dire stop, on arrête ta thèse en fait, t'en vaut pas la peine. Donc, ça dépend vraiment. Ah oui. Ça a l'air Euh, hardcore quand même. ouais, franchement, c'est pas facile. Mais du coup, voilà, il faut savoir dans quoi on s'engage au début, c'est important. Et pour le moment, ça va, je m'en sors. Donc, pourvu que ça continue. Mais ouais, il faut surtout vraiment se renseigner s'il y en a qui envisagent de faire des thèses à l'étranger sur les conditions autour, parce que ça varie du tout au tout. Parce que par thèse à l'étranger, là, tu dis que tu as fait un espèce de double diplôme, en fait. C'est un double doctorat, en fait. Exactement, c'est Ok. ça, ouais. Mais du coup, il faut Ok. satisfaire aux exigences un peu des deux côtés. Alors, il y a des choses qui se négocient et il y en a d'autres qui se négocient pas. Et ça, notamment, ça se négocie pas. Donc, il faut que je le passe pour avoir le droit de continuer. Ok. Ok, 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 super. ok. Donc, pour résumer, de la polyvalence, pas mal de bourrinage et puis finalement, pas mal d'expérience de mesure et de comparaison, quoi. Ouais, après, bourrinage, je sais pas si c'est le bon terme parce que c'est pas l'essentiel au final de ce que je fais. J'avoue que je mettrais pas bourrinage, mais oui, adaptation, organisation, détermination. Il y a un petit proverbe que j'ai trouvé et qui, je trouve, reflète exactement pourquoi est-ce qu'il faut une persévérance, c'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je trouve que la thèse, c'est vraiment ça, surtout au début. On patauge un peu. Et c'est à force d'aller d'échec en échec, justement, qu'on comprend les faiblesses de ces expériences, de ces simulations, et qu'on peut rebondir pour aller vers quelque chose de mieux. Ok, super. Super cool. Je sais pas si j'ai couvert tout ce que Ah, vous tu le aviez. vends. En tout cas, sur la dernière phrase, là, tu l'as bien vendu, là, on va dire. C'est vrai. Pierre-Antoine, t'es à peu près d'accord sur ce point de vue-là? C'est comme ça que tu Ouais, l'as vécu aussi? ouais, bah après, moi, je pense que je suis encore plus au début de la thèse que Ouais. Émilie. Donc, moi, je suis un peu dans cette période-là, dans cette période où on fait des choses, mais on se rend compte qu'en fait, ben, on a des idées, mais et on a des problèmes, donc que ce soit des problèmes de ce qu'on est en train de faire, ça marche pas, ou alors on sait pas que ça marche pas, mais ça prendrait trop de temps pour que ça le fasse, ou je sais pas, il y a des problèmes comme ça. Et donc voilà, le but c'est de trouver, on a l'idée, on teste quelque chose, on se rend compte que c'est pas adapté, et il faut trouver des moyens d'adapter du coup notre solution à quelque chose de réel. Voilà, Ok. pour l'instant, c'est un peu ça. Après, pour revenir sur ce qu'elle avait dit, pour faire moins peur, en France, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas les examens, les trucs comme ça. Ouais, bah oui. On a bien sûr des suivis de thèse, un jury avec, c'est une fois par an, je crois, où on passe vraiment un suivi de thèse pour bah, voilà, voir l'avancée. Mais c'est moins, voilà, on n'a pas d'examen, on n'a pas Les cours qu'on a, en fait, c'est plus des conférences à suivre, des heures. En plus, ces temps-ci, avec la crise sanitaire, c'est beaucoup d'heures qui sont en visio.
Donc c'est pas du tout pareil. C'est pas exactement pareil, mais voilà, ça. Il y a des heures, voilà, il faut dire, il y a des heures à valider. Je ne saurais pas dire exactement le chiffre exact, mais voilà, on a des heures à valider de formation, en fait. C'est pas vraiment des vrais cours où on aura un examen à la fin, mais on a des heures de formation à valider. Si je dis Voilà. pas de bêtises, juste je crois que pour nous, en tout cas en France, bah pour toi du coup aussi Pierre-Antoine, c'est Mhm. 200 heures avec notre école doctorale, si je dis pas Ok. de bêtises. Ouais, ça Réparties doit être à peu entre près ça. les heures scientifiques et les soft skills du Ouais. coup. Sachant qu'en fait, on a une liste de plein de mini-cours à suivre qu'on peut choisir en fait où on s'inscrit. Il y en a certains qui seront obligatoires. Par exemple, il y en a un qui est obligatoire, c'est celui sur l'éthique de la recherche. Le fait que il faut pas aller plagier, pas faire du plagiat, pas faire tout ça. Ça, c'est un cours qui est obligatoire. Et après, on a plein d'autres modules en fait qui sont un petit peu libres à choisir. Il faut qu'à la fin, ça fasse bien nos heures. Sachant que moi, je suis dans le même cas que Émilie, c'est-à-dire que je suis aussi intervenant en TP, en TD à Télécom. Et ça rentre, donc on a le droit à ces 192 heures en 3 ans, on a le droit de donner. Et ces 192 heures, en fait, ils rentrent en compte dans nos heures de formation. C'est-à-dire sur les 192 heures, on a 60 heures de formation en fait, qui sont déjà validées si on fait les 192 heures. Voilà, parce que du coup, si jamais on passe déjà beaucoup de temps, parce que ça prend du temps, le fait d'aller donner les cours et puis il faut les préparer, les corriger, donc ça prend toujours du temps. Et donc si en plus on a les 200 heures de formation plus ça, en fait on n'a plus assez de temps pour la recherche, donc c'est pas ce qui est voulu. Voilà, donc c'est pour ça que ça rentre aussi en compte à l'intérieur des heures de formation. D'accord, ok. Ok. Ça roule, ça Sachant roule. que voilà, ces heures où on donne des cours, c'est pas obligatoire. C'est pas quelque chose voilà, on n'est pas obligé d'en faire. Mais voilà, des fois, il y a des besoins. Donc, du coup, on peut, si on veut, on peut en donner. Voilà. Mais c'est toujours une expérience en plus parce qu'on sait que un doctorat, une thèse, ça peut ouvrir derrière sur justement sur l'enseignement. Et donc, c'est toujours un plus d'avoir déjà eu ces quasiment 200 heures d'enseignement avant en études supérieures pour ensuite dire, bah voilà, euh, voilà, on est un peu plus apte à dire, bah, voilà, on peut avoir plus de responsabilités derrière si on a déjà fait ces 200 heures. Et au niveau de la gestion du temps, entre guillemets, là, tu me dis que vous avez de la formation. Bon, après, il y a les cours aussi, mais ça, apparemment, Mhm. c'est facultatif. Ces formations, elles sont cadrées dans le temps, en mode vous avez un emploi du temps comme nous en cours, ou alors c'est des Non. formations en ligne que vous pouvez voir, entre guillemets, ça se passe comment en fait? Alors, en Ou fait, c'est des c'est cours, des ça formations qui vont se dérouler, c'est vraiment des conférences qui vont se dérouler, donc soit en ligne, soit en présentiel, donc on aura le temps. Et donc, on s'inscrit à ces conférences-là. C'est pas, enfin, je n'ai pas regardé tout ce qui avait de disponible, mais la plupart, voilà, c'est vraiment des conférences auxquelles il faut assister. D'accord, ok. Ça Et ce roule, qu'il ça faut roule. préciser aussi, c'est que c'est pas des heures comme vous pouvez avoir sur un semestre complet. C'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, Pierre-Antoine, tu m'arrêteras, mais il me semble que dans les catalogues, souvent les formations, c'est pas plus de. Le grand maximum, je crois que c'est 30 heures. J'ai vu, c'est pour un module en Ouais, mathématiques. Mais sinon, c'est ça. en moyenne, c'est plutôt du 12-14 heures. Ouais, c'est Donc, ça. on est vraiment pas sur des. Si vous voulez, ça va se dérouler plutôt en demi-journée la plupart du temps. Et ça s'étalera au maximum sur un mois, je dirais. Ouais, à peu D'accord, près. Il y ok. en a certaines même ils enchaînent en trois jours, elle est validée, ou alors une demi-journée par semaine pendant un mois ou des trucs comme ça. C'est pas vraiment, on n'a pas d'emploi du temps en fait. C'est comme on s'inscrit un petit peu quand on veut. Et le but, c'est pas non plus que on s'inscrive en septembre et que ça dure jusqu'à janvier en ayant que, enfin, les 12 heures, s'il fallait que ça dure 4 mois, c'est trop long. Donc c'est pour ça souvent c'est très condensé. Et ça permet de justement de se dire cette matinée elle est consacrée à cette formation-là et après on enchaîne sur nos autres travaux en dehors. Et pas se dire on travaille une heure, on a une heure de formation, puis on retravaille une heure, et puis voilà. D'accord, ouais. Donc le cadre du doctorat, en fait, pédagogiquement parlant, n'a strictement rien à voir avec quand on est en école d'ingénieur. On n'a plus, entre guillemets, on n'a plus de contrôle, on n'a plus Ça, de d'heures imposées, on n'a plus. Ok. c'est ça. On est. C'est la- la- plus une optique de résultat qu'une optique ouais, voilà. de... Voilà. Ok, d'accord. On n'est plus sur une notion de trimestre à valider, enfin de semestre à valider, quoi. Ok. Mhm. Ouais. Mhm. Ok. Vous pouvez pas D'accord. redoubler une année du doctorat. Voilà. Ok. Ouais, voilà. C'est important à dire. Je rajouterai ce qu'ont dit Émilie et Pierre-Antoine. En fait, il y a quand même un élément qui est important,
c'est que quand on est doctorant, on est étudiant. Donc les doctorants sont étudiants inscrits à l'UGM, inscrits à ce qu'on appelle une école doctorale, mais ils sont aussi salariés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, les doctorants ont un contrat de travail avec l'université. C'est un contrat doctorant et ils reçoivent un salaire, alors qui n'est pas si énorme que ça, mais qui permet notamment à Saint-Étienne de vivre confortablement. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc ça, c'est un élément important. Et donc à la fin, donc c'est effectivement 3 ans minimum en France. Euh, et à la fin, on obtient un diplôme qui est à Bac+8, hein, donc le doctorat, hein, c'est ça l'objectif, hein. Et ce doctorat, pour l'obtenir, on ne passe pas des examens, mais on va écrire un manuscrit de thèse qui va être en fait soumis à 2 rapporteurs qui sont 2 personnalités externes habilitées à diriger des recherches qui peuvent être français ou étrangers, il n'y a pas forcément de limite là-dessus. Et eux vont donner l'autorisation de soutenir. Donc ça, c'est la première étape, être autorisé à soutenir. Et la deuxième étape, c'est de soutenir sa thèse. Donc là, pendant 45 minutes, en France, en tout cas c'est comme ça, le doctorant présente ses résultats. Et à la fin, le jury, qui est constitué à peu près 6 ou 7 personnes, se réunit et décide de donner ou pas le doctorat. Alors normalement, quand la personne est autorisée à soutenir, il y a plus de surprise, hein. Normalement, il obtient sa thèse à la fin. Il arrive par contre des fois que les rapporteurs disent ah bah le travail n'est pas assez bien, etc. Donc on demande à la personne de continuer ses travaux pendant 6 mois, un an, etc. Mais Ok. effectivement, il n'y a pas de quoi. Alors, le truc sur les formations qui est intéressant, en tout cas moi je m'en souviens, c'est un souvenir doctorant, c'est que vous êtes très très content quand il y a des formations, parce que d'abord ça vous sort du labo, vous allez faire autre chose, et vous rencontrez aussi d'autres doctorants qui sont de d'autres domaines, hein, qui n'ont rien à voir avec le vôtre, et ça c'est plutôt intéressant. Donc du coup, vous êtes plutôt très content de retourner en cours, en fait. Alors du coup, pas trop ces temps-ci pour rencontre doctorant, mais sinon, oui, c'est ça. Et je voudrais juste ajouter, on a dit qu'on dispensait des cours, enfin en tout cas des TD et des TP avec Pierre-Antoine. On est rémunéré en conséquence aussi, ça s'ajoute à notre salaire de base. Je voulais le préciser pas, que les gens ne croient pas qu'on faisait ça bénévolement en plus de la thèse, c'était payé à la fin. C'est ça. Et en Il est fait, ça possible permet de... aussi, hein, enfin, dans les actions complémentaires, donc de donner des cours, mais aussi de faire l'expertise auprès d'entreprises. Il arrive à des doctorants d'aller travailler, faire des courts missions pour des entreprises, être payé aussi en plus, quoi. C'est possible. Ok. D'accord. Ok, c'est intéressant parce que là, du coup, on a le point de vue d'à la fois du doctorant qui a été en train de faire sa thèse et puis du professeur qui est devenu ouais, voilà, qui est devenu enfin le jury. Parce que là, en fait, tu es devenu jury en fait de doctorant ou pas, Lilian? Ou je me Oui, trompe? oui, moi ça m'arrive très souvent. Alors là, Alors, par exemple, rien que l'année dernière, j'ai été rapporteur une dizaine ou une douzaine de fois, ce qui est ah oui. beaucoup en fait, hein. C'est parce que ça prend un peu de temps hein, de lire un manuscrit de thèse. Un manuscrit de thèse, c'est au moins 150 pages, et ça prend un petit peu de temps, puis il faut faire un rapport. Et donc effectivement, je donne mon avis, je fais un compte rendu sur le manuscrit, et je dis, bah voilà, cette thèse, elle est intéressante pour tel ou tel aspect, etc. Et donc du coup, je suis d'accord, je donne un avis favorable à ce que la personne, elle soutienne. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Bah super, en tout cas, merci pour tout ça. T'as quelque chose à rajouter? Est-ce que déjà vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait bien le tour. Ouais. On va Ouais, discuter avec les ça autres marche. questions. On a bien dégrossi. Vas-y, Mathieu, fais-toi plaisir. Bah, on va enchaîner du coup. Et comment on passe de faire un doctorat à savoir sur quel sujet on va écrire une thèse. Euh, Parce que moi personnellement, quand je regarde sur internet ou quand j'ai fait mes recherches pour mes TIPE par exemple, on tombait régulièrement sur des sujets de thèse, régulièrement sur des documents, etc. Et les questions sont très très précises ou sont sur des phénomènes scientifiques très particuliers. Et jamais ça me serait venu en tête de dire, par exemple, je peux écrire 180 pages sur un phénomène hyper précis et aller vraiment au bout du bout. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cette question en se disant il y a quand même 180 ou enfin il y a quand même de quoi tenir une thèse dessus? Parce que quand nous on tombe sur ces sujets-là, il y a rien pour nous. Enfin, même la question déjà, rien que la question elle nous fait peur. Mais en plus on se dit mais comment répondre à ça? Comment on peut écrire? Comment on peut développer tout ça? Donc pour moi c'est vraiment une question importante. Comment on trouve un sujet? Ou en tout cas
comment on trouve un bon sujet. Je sais pas si ça. Je, je peux commencer à répondre, donner quelques éléments si vous voulez. Mais en fait, bon, il se trouve qu'en sciences et en ingénierie, en technique, etc., c'est pas vraiment le doctorant qui trouve son sujet, c'est plutôt les laboratoires et les équipes qui vont proposer en fait des sujets qui correspondent bah, voilà, des choses sur lesquelles on a envie, et on a des idées, on a envie de chercher. Donc c'est effectivement ce qui est plutôt rigolo, c'est de regarder les titres des thèses. Les titres des thèses, vous pouvez avoir des titres qui sont assez ronflants, etc. Mais ce sujet de thèse au début, pour le choisir, il faut d'abord que vous sachiez qu'est-ce que vous aimez faire, quoi. En fait, qu'est-ce qui vraiment vous intéresse comme domaine, etc. Pour trouver le sujet qui va vous intéresser. Et puis après, quand on a trouvé, enfin, on sait quel domaine, il faut aussi trouver le laboratoire et les bons encadrants, ça c'est important. Malheureusement, ça c'est plus difficile, on ne le sait pas forcément à l'avance. À qui, en fait, j'ai vu des fois des personnes qui ont pu faire des très bonnes thèses, mais qui ne sont pas forcément tombées dans les bons labos, les bonnes équipes. Donc c'est vrai que c'est assez important d'être dans. Je dis souvent qu'il y a des doctorants qui sont bien nés et d'autres qui le sont moins, dans le sens où effectivement, si vous commencez votre thèse dans une équipe qui a plutôt le vent en poupe, vous pouvez faire de plus belles choses, d'aller un peu plus loin que des fois dans des équipes qui sont. Mais ça, c'est plus compliqué de savoir effectivement où aller, quoi. Mais le sujet, ouais, après, il y a un sujet de thèse ça c'est pour appâter le. Alors, il y a des collègues qui ont un peu du mal avec ça, ils mettent des sujets très très compliqués, qui effectivement, parfois un peu plus compliqués pour appâter les étudiants qui pourraient faire des thèses. Mais, euh, mais après, un sujet de thèse, c'est quelque chose qui évolue en fait pendant la thèse. Et puis donc, il y a 3 ans de travail. Donc, à la fin des 3 ans de travail, vous avez quand même des choses à écrire, normalement. Et puis voilà, on n'a pas la problématique dès qu'on arrive, il n'y a pas une problématique qui est fixée en disant voilà, je te pose tes questions, il faut que tu bosses dessus. Souvent, c'est plus un domaine général ou une problématique générale qu'on va dégrossir et ensuite on va ensuite rentrer dans les détails. C'est là qu'arrive la problématique un peu plus finale. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je vois, tu vois, par exemple, avec mon sujet de thèse, donc, comme je vous l'ai dit, c'est du coup l'idée en termes d'application derrière, c'est de détecter des espèces biologiques. Et pour le moment, bah, je viens de faire la preuve de concept, mais avec le contexte actuel, bah, pour le moment, ce qu'on envisage, c'est que je détecte du Covid derrière. Donc, du coup, ça, j'aurais pas pu l'imaginer au tout début de Mhm. ma thèse. Donc ouais, Ouais, c'est vraiment amené à évoluer en fonction des envies aussi, parce que je pense que c'est là, au final, je peux me tromper, peut-être Lilian me contredira, mais je pense que c'est peut-être au moment du doctorat, entre guillemets, on est le plus libre d'orienter les recherches comme on le veut aussi, sans gros enjeux derrière. Non, non, je suis effectivement d'accord. En fait, il y a deux types un peu de thèses. Il y a celles qui sont en fait financées dans des projets de recherche donc pour lesquels le chercheur a reçu un financement très clair et souvent il s'est engagé sur un certain nombre de résultats sur lesquels la thèse devrait aboutir, etc. Donc ça, c'est un tout petit peu plus borné, mais généralement, c'est très très libre. Et surtout, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on fait de la recherche, hein, donc on est dans ce qu'on appelle l'état de l'art, on essaye de créer des nouvelles connaissances, hein, de répondre à une question, mais on n'est pas tout seul, hein. Il y a plein de gens qui font la même chose dans d'autres laboratoires en France et en Europe et partout dans le monde. Donc il se trouve qu'à un moment donné, vous pouvez très bien avoir un sujet de thèse et au bout d'un an, quelqu'un répond un peu à la question que vous étiez posée de la façon dont vous avez pensé que vous pouviez y répondre avant vous. Et donc du coup, là, il faut repartir de ça et revoir comment retraiter les choses, etc. Donc il faut être en permanence conscient de qu'est-ce que font les autres. Donc il faut énormément lire, ça c'est un des gros travaux du doctorant, c'est de lire des articles en fait, et de savoir qu'est-ce qui se fait en ce moment dans le monde sur mon domaine, Ouais, sur mon sujet. beaucoup de veille, quoi. Il y a presque une notion de concurrence, en fait, sans forcément que ce soit recherché. Si, si, oui, une vraie notion de concurrence, je peux vous dire. Ah ouais. Ah oui, Oui, oui. on s'en rend pas forcément compte de ça. Quand on parle doctorat, on se dit pas forcément, euh, on se dit pas forcément il y ait énormément de chercheurs sur des capteurs qui font des doubles diplômes avec, avec le Canada, vous voyez ce que je veux dire? Mais ok, d'accord. Ok, ok. Euh, ouais, vas-y, Amy. Non?
Ok. Non, pardon, non, mais après, c'est vrai que dans tous les cas, même si c'est pas, il y a de la concurrence, mais c'est de toute façon important de savoir contextualiser ce qu'on fait aussi et de se tenir au courant rien que pour ça et puis montrer l'intérêt de la thèse. Il faut pour ça, déjà, si vous êtes le seul à faire quelque chose, souvent, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez personne qui est sur le même domaine, qui voit les choses différemment et avec qui vous pouvez comparer, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas d'actualité ou que c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, non, c'est super important. La veille scientifique, c'est quelque chose, je pense que Pierre-Antoine, il a dû en faire pas mal il y a quelques mois déjà, Ça. on en fait moins après, mais c'est vrai qu'il faut toujours continuer, que ça doit toujours rester une petite part de son travail, même si après, il y a d'autres choses qui prennent le pas là-dessus, mais ça doit toujours rester présent, quoi. Ok. J'ai peut-être. Ma question est peut-être bête ou alors peut-être une question de novice, mais faire une veille scientifique, finalement, c'est comment? Parce que vous faites quoi? Vous achetez le journal et vous lisez les thèses qui sortent sur le journal? Comment ça se passe? Il y a un site qui recense qui recense les nouvelles thèses qui sortent? Comment vous faites pour vous tenir en courant, entre guillemets? En fait, c'est pas vraiment des thèses qui vont être lues tout le temps. On va pas lire à chaque fois une thèse, une thèse, une thèse. Ça va être plus des articles scientifiques qui sortent. Donc, c'est des trucs plus courts. Enfin, plus court, c'est une trentaine de pages à peu près, qui répond à une question plus courte. Mais du coup, il y a une moins grosse. Il y a, sur une thèse, on a une très grosse partie qui est justement bah, bibliographie, contexte et tout ça. Là, c'est quand même plus court. C'est juste donner deux, trois grandes idées et puis directement passer au résultat. En gros, l'article scientifique, c'est vraiment donner, dire on a un contexte, on met dans le contexte et on dit pour qu'est-ce qu'on a fait et on donne les résultats et on montre que ça a marché ou que ça n'a pas marché. Des fois, ça peut être bien aussi. Et donc voilà, donc en fait, c'est prendre un sujet, un domaine sur lequel on va travailler, essayer de regarder. Donc il y a plein de sites de bases de données d'articles scientifiques. Et donc en faisant des petites recherches par mots-clés ou trucs comme ça, essayer de retrouver un peu des gens qui sont des choses qui sont sorties dans le même domaine. Alors plus ou moins récents. Donc au début, on va peut-être essayer au début de la thèse, on va essayer de prendre le domaine général. Donc c'est des trucs qui sont sortis souvent un peu plus anciens. Et puis plus on avance, plus en fait on va regarder des articles récents pour voir qu'est-ce qui est en train de se faire, bah, comme on disait aujourd'hui, pour que ce soit pertinent ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas que ce soit des trucs qui aient été abandonnés il y a 15 ans. Il faut que ce soit des choses qui soient encore dans le contexte, parce que sinon ça ne sert à rien d'essayer de trouver quelque chose si en fait bah, c'était il y a 15 ans que soit ça avait déjà été montré, soit ça avait été abandonné parce qu'on a trouvé quelque chose de mieux. Voilà, donc c'est pour ça. Et donc on a, ouais, il y a des bases de données d'articles scientifiques pour les Ok. trouver. D'accord, super. Bah, je vais juste. Il y a une petite question dans le chat qui peut être aussi intéressante et qui peut clôturer le sujet, je pense. C'est est-ce qu'il y a du coup, parce que le sujet est modifié ou parce que trouvé ou par désintérêt ou overdose, comme dans la question, il y a des gens Mm. qui décident de stopper leur thèse et de pas aller au bout? Est-ce que Oui, ça arrive il y en a. Alors ça arrive, non, ça arrive heureusement rarement, hein. Mais alors il y a les deux cas. Il y a des gens qui décident d'arrêter. Il y a aussi en fait parfois la direction de la thèse qui décide d'arrêter aussi la thèse, hein. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ces comités de suivi de thèse qui sont maintenant en place de manière annuelle pour pouvoir en fait, si jamais il y avait voilà, le doctorant pour une raison ou une autre ne travaillait pas, en fait, ben, on peut mettre fin à la thèse. Mais alors, je vous assure, extrêmement rare, hein. Franchement, dans ma carrière, j'ai vu ça vraiment de manière très très rare, ou alors pour voilà, pour des motifs personnels qui ont rien à voir avec le truc scientifique. Après, il y a des moments de découragement dans la thèse. Il y a des moments où, effectivement, souvent au milieu de la thèse, où on n'a pas encore d'articles qui sont publiés ou bien publiés, etc. Donc, on peut se poser des questions. Ah, est-ce que j'ai fait, c'est intéressant ou pas? Et ça arrive par contre souvent. Et c'est là où ben, voilà, le doctorant, il n'est pas tout seul, il est dans une équipe de recherche. Il a ses encadrants, son directeur de thèse et d'autres personnes autour de lui bah, qui vont aussi le motiver, l'aider, etc. Et pour voilà que dans ces moments, mais c'est sur 3 ans, il y a toujours des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais vraiment dans la très 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 grande majorité mais quand je dis la très grande majorité, c'est je pense qu'on est au-delà de 95% des cas, en tout cas en sciences, hein, sciences et techniques où ça se passe bien, quoi. Après, si je peux juste ajouter quelque chose, Ouais. et Lilian tu dira si tu penses que c'est à côté, mais en tout cas, moi, de tous les témoignages proches ou moins proches que j'ai pu avoir, je pense pas que les doctorants qui ont arrêté, souvent, ce soit à cause d'une overdose de leur sujet, mais que c'était plutôt des problèmes de direction. Souvent, quand Ouais, le doctorant qui décide de mettre fin, c'est pas parce qu'il en a marre de son sujet, c'est vraiment parce qu'il y a des choses qui vont pas niveau relationnel.
En fait, c'est souvent ça qui met un terme. En fait, quelque part, c'est comme dans un couple, hein, c'est-à-dire c'est un couple, hein, le doctorant et son directeur ou son encadrant. Et parfois, effectivement, ce couple ou ce trio a du mal à fonctionner. Et il y a effectivement des problèmes personnels qui se mettent en place, les gens ne se comprennent pas, etc. Bon, on essaye après dans les laboratoires d'être attentif à ça, de faire en sorte que ça n'arrive pas, d'accompagner les gens, hein, les directeurs et les doctorants. Mais effectivement, tu as raison, Émilie, ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Ouais. Enfin, trop souvent, enfin, ce que je disais dans les cas rares, mais dans ces cas, c'est effectivement quelque chose qui arrive très souvent. Ouais. D'accord, ok. Et Il ça, faut pour me dire que c'est rebondir un pas le... petit peu. Vas-y, pardon. Ouais, j'allais dire pour rebondir un peu là-dessus sur le fait d'arrêter sa thèse parce que justement le suivi de thèse il est pas bon. On n'a pas un seul suivi par an. On a un suivi officiel par an, mais on est tout le temps dans une équipe qui nous suit. Donc en fait, on a très souvent des discussions, soit avec le directeur, soit avec un encadrant, sur des petites présentations à faire, des trucs comme ça, sur ce qu'on est en train de faire. Pour pas qu'en fait, ils nous lâchent pas dans la nature en disant ah, dans un an, et puis si dans un an c'est pas bien, on te vire. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment suivi régulièrement pour un peu aiguiller, parce que voilà, les directeurs, ils ont plus d'expérience que nous, ils ont, voilà, donc voilà, on n'est pas lâché dans la nature en disant, bah, si l'année prochaine, t'as pas avancé, on arrête. Attention et bien se renseigner parce que c'est vrai que c'est important, on choisit son sujet de thèse, mais comme tu disais Lilian, on choisit aussi une équipe et des encadrants. Et c'est vrai que par exemple, moi je ne sais pas si j'aurais aussi bien abordé ma thèse au début si je l'avais commencé au Canada parce que j'adore mes deux directeurs de thèse, mais ils sont complètement différents. Et j'avoue qu'au Canada, par exemple, on me laisse beaucoup plus me débrouiller. Si j'envoie pas de compte rendu toutes les semaines, c'est pas grave. On me demande de temps en temps où est-ce que j'en suis, mais c'est pas du tout le même encadrement. Donc ça, c'est quelque chose aussi, s'il y en a qui regardent, qui nous regardent et qui envisagent de faire un doctorat, je pense que c'est important, s'ils ont déjà une idée de l'équipe dans laquelle ils veulent aller travailler, s'ils peuvent rentrer en contact avec des doctorants qui sont supervisés par le potentiel directeur ou la potentielle directrice qu'ils envisagent, c'est important aussi de voir si sa façon de faire est en adéquation avec la leur. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important, ouais. Ok, super. Super, merci. Bah, super cool, hein. Donc, ouais, c'est top. Parce que vous pouvez choisir, entre guillemets, là, enfin, là j'ai l'impression que tu me dis bien faire attention, entre guillemets, enfin, bien faire attention, j'exagère peut-être un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on peut choisir quand même les dirigeants de notre thèse, en fait. Ah, non, pas vraiment. C'est plus quand tu regardes, par exemple, les sujets qui sont postés sur les sites des laboratoires ou des écoles, Oui, il d'accord. y a des personnes associées et quand tu as la possibilité de te renseigner par connaissance ou même d'écrire, ça se fait. Moi, j'ai des personnes, alors pas dans le cadre d'un doctorat, mais de master, qui me demandaient pour des stages derrière, alors telle personne, est-ce qu'elle t'a bien encadré, comment ça s'est passé? Et je leur faisais des retours dessus et ça leur permettait de savoir si eux, ça pouvait leur convenir ou pas. Et moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu la chance d'avoir une première expérience, comme je le disais, en laboratoire avec mes actuels encadrants de thèse, enfin en partie, pas mon directeur de thèse canadien, mais mes encadrants français, et du coup je savais que ça allait fonctionner. Mais c'est vrai que quand on n'a pas eu cette chance, c'est bien de se renseigner pour savoir si ça le fait ou pas, quoi. D'accord. Ok, super. Impeccable. Bon, bah écoutez, vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais peut-être Non, juste, c'est enfin, ce que disait Émilie, le fait dans les deux sens, hein, des fois d'avoir la possibilité de faire un stage avant, en fait, euh, dans le laboratoire pour pouvoir voir l'équipe. Et pareil pour les directeurs de thèse, on est content de pouvoir avoir les personnes en stage aussi quelque part pour tester et voir si ça se passe bien. Et là, on est sûr qu'on démarre sur de bonnes choses, quoi. Mais après, vous pouvez aussi vous renseigner auprès de vos enseignants à Télécom Saint-Étienne quand vous voulez faire une thèse dans une autre université, etc. Savoir s'ils connaissent les gens, etc. Voilà, normalement, on se connaît tous, hein. Donc, Mm, mm, mm. moi, c'est un peu comme ça que j'ai fait, hein. Je connaissais pas du tout Lilian avant, mais je connaissais très bien mes enseignants, je m'entendais très bien. Il m'a dit, bah voilà, je peux te filer le contact de Lilian, il est très bien comme directeur. Et puis, du coup, comme je lui faisais confiance, bah, ça a marché comme ça. Et inversement, je sais inversement, ouais. que mon professeur, il t'a parlé de moi avant qu'on ait la première réunion ensemble. Donc, ça marche dans les deux sens.
Et c'est vrai que même moi, c'est pareil, du coup, pour mon deuxième directeur que je connaissais pas encore à l'époque, quand mes actuels directeurs français m'ont dit est-ce que ça te dirait de t'engager avec nous sur ce projet de thèse et que je leur ai dit, enfin, j'ai pesé le pour et le contre et que je leur ai dit oui finalement. Comme j'étais au Canada, ben, je suis allée rencontrer mon directeur de thèse actuel canadien et il y a eu un très bon feeling, ça s'est très bien passé. Je m'étais bien intégrée dans son équipe, même si ça n'a pas duré très longtemps. Et du coup, ben, là, ça n'a fait que confirmer que j'avais envie de continuer avec eux. D'accord, super, super. Et ok. Est-ce que concrètement, faire un doctorat, c'est déjà être chercheur? Ou une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la recherche, c'est faire la même chose qu'un doctorat? C'est-à-dire que quel est un peu le lien? Et puis voilà, qu'est-ce que c'est que le métier de chercheur? Est-ce qu'on a des contraintes? Est-ce que c'est en fait c'est continuer de faire un doctorat ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, qu'est-ce que c'est un peu tout ça? Je peux peut-être répondre si vous voulez. Ouais, non, mais être doctorant, c'est déjà être chercheur, hein. C'est un travail de chercheur, hein, on prépare une thèse, etc. Après, quand on devient chercheur réellement, enfin réellement, ils sont réellement chercheurs, mais je veux dire sur un poste. Bon, la différence, c'est que on a une amplitude de sujets qui est un peu plus large. On ne va pas se focaliser complètement sur une seule chose. Et encore qu'il y en a qui restent un peu très très focalisés, hein. Ça dépend un peu des styles, hein. Après, chacun va développer un peu ces choses. Voilà, on a besoin de différents types de profils. Et surtout après, eh bien, il faut encadrer des doctorants, des stagiaires, et puis chercher des financements pour financer sa recherche. Donc voilà, mais après, le travail de recherche, celui qu'on fait en doctorat, bah, ça va être à peu près le même après, hein, sauf que après aussi, quand on prend des responsabilités, etc., on s'éloigne de plus en plus de la paillasse quelque part. Mais voilà, ça reste toujours la même chose. Ouais. Ok, d'accord, super. C'est vrai Bah que si je merci peux d'avoir juste cette ajouter, réponse. c'est vrai que moi justement, quand j'ai fait ma première expérience en laboratoire, j'avais été surprise du temps consacré par les personnes qui me supervisaient justement à la recherche et à la rédaction de projets pour obtenir des financements. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être chercheur, c'était aussi une partie du temps, voilà, prospecter, trouver des candidats, demander des financements, et que c'est une part non négligeable, alors que c'est vrai que quand on est doctorant, on a entre guillemets la chance de pouvoir se consacrer corps et âme qu'à la recherche, quoi. Mais après, voilà, c'est le jeu. D'accord, ok, super. Super, super. Donc, ok, ça continue, c'est un peu dans la même continuité, quoi. Mathieu, t'as envie de passer à la question suivante? Qu'est-ce que t'en penses? Euh, ouais, alors il y a déjà, bon, on a un peu, je pense qu'on a un peu parlé déjà de comment on s'organise pour une recherche. Mais je pense que je vais lier la question avec une suivante, c'est qu'est-ce qui se passe de la fin de la recherche déjà quand est-ce que se termine une recherche ou qu'on estime avoir terminé, même si je pense qu'on peut toujours aller plus loin et que il y a toujours un effet un peu boule de neige, surtout au niveau scientifique et technologique où voilà, on avance toujours. Mais est-ce que par exemple le dépôt de brevet ou la validation, cette forme de validation, met en une sorte de fin à la recherche et comment est-ce qu'on arrive jusqu'à cette étape-là et comment est-ce qu'on estime, enfin quand est-ce qu'on estime qu'on peut déposer un brevet ou qu'on peut valider cette recherche, les articles, etc. Comment tout ça se passe? Euh, Ouais. Alors, oui. Élie, tu veux répondre? Moi, je peux répondre hein, si vous voulez. Donc, en fait, donc effectivement, donc, la recherche, c'est quoi concrètement? C'est avoir de nouvelles connaissances. Ça, c'est le but de tout ce qui est recherche, c'est créer de la connaissance. Donc, avoir une nouvelle connaissance sur quelque chose, etc., qui peut passer par une réalisation expérimentale ou pas, etc. Donc, quand on a un résultat, on appelle ça aussi une contribution scientifique. On dit effectivement, on a apporté quelque chose, on sait qu'on a quelque chose de nouveau. Soit on a amélioré quelque chose qui existait déjà, ou vraiment on a créé une nouvelle méthode, un nouveau truc, etc. Donc là, on va décider de comment on va le valoriser. Généralement, la plupart du temps, on va faire une publication. Donc soit, comme l'expliquait Pierre-Antoine, donc ça c'est les articles qu'on lit, hein, mais soit on va aller présenter ça dans une conférence internationale, on voyage aussi pas mal pour aller présenter nos travaux un peu partout dans le monde, ou alors on va publier dans une revue.
Et ça va valider le fait qu'on a fait cette contribution. Et après, soit on continue sur ce chemin-là, en essayant d'améliorer encore les choses, soit parce que pendant ce travail-là, ben, on a pensé à d'autres idées, et donc on va démarrer d'autres pistes, quoi. Ça dépend un petit peu. Après, le dépôt de brevet, ça peut effectivement arriver parfois. Alors, il faut voir que c'est un peu différent d'une publication. Une publication, ça a vraiment besoin d'être quelque chose de nouveau, d'être une contribution scientifique et un apport de connaissances. Un brevet, c'est une innovation. On peut breveter sur un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose d'intéressant, Ok. mais c'est nouveau en termes d'innovation. Donc, ça, c'est un peu moins valorisé pour la carrière des anciens chercheurs et des chercheurs. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on va moins, mais de plus en plus, en tout cas, le CNRS, les universités aimeraient bien qu'on dépose plus de brevets et qu'on monte des entreprises, en gros, pour faire rentrer un peu plus d'argent. Mais, mais voilà. D'accord, ok, super. Donc ouais, vraiment, c'est ok. Donc on va voyager un petit peu, ça peut être pas mal aussi. Pas mal. En fait, non, mais ça, c'est un côté qui est super de la thèse. Il faut pas. Moi, avant d'avoir fait ma thèse, j'avais quasiment jamais eu l'occasion de pouvoir voyager à l'international, etc. J'avais pas trop de sous et tout. Et mon premier, effectivement, comme Émilie d'ailleurs, le, mon première conférence était au Canada, dans les montagnes rocheuses. Et après, à partir de celle-là, j'ai pas arrêté. Alors, j'ai visité je sais pas combien de pays aujourd'hui dans le monde pour aller faire des conférences. Et alors ça, c'est un côté qui est génial de pouvoir à la fois aller à l'étranger. Alors quand il n'y a pas le Covid, hein, effectivement, là pour Pierre-Antoine, pour l'instant, c'est un peu compliqué, par exemple. Mais en fait, de rencontrer la communauté internationale, donc ça c'est vraiment super, hein. Vous allez le soir donc il y a des repas dans les conférences, des dîners, etc. Vous retrouvez une table où il y a 12 personnes et il y a 12 nationalités différentes. Ça c'est vraiment super. Et après, de l'autre côté, quand vous êtes aussi au labo en France, comme là au labo Robert Curien, ben, dans nos équipes, on a plein de nationalités différentes, hein, des doctorants qui viennent de tous les pays en fait. Et il y a un côté international qui est très très important dans ce métier et qui est vraiment super, quoi. Ça, c'est vraiment une pépite pour ce métier, quoi. D'accord, ouais. C'est la valeur ajoutée. Ouais. Petit côté sympa. Mais elle est pas négligeable, franchement, on s'enrichit tellement. Non, Mais c'est vrai que là, je suis partie au Canada là, récemment. Alors Pierre-Antoine, franchement, t'inquiète pas, là, attends avant de voyager parce que je te promets que c'est des galères administratives sans fin. Ouais. Mais là, quand je suis partie avec une autre étudiante du laboratoire qui est indienne et qui parle pas du tout français. Donc moi, j'étais super contente parce que je me suis dit, elle va m'apprendre à cuisiner puis à parler anglais un peu. Mais bon, elle savait pas cuisiner indien, mais à des fois, elle m'a bien fait progresser en anglais. Et c'est vrai que bah, c'est super enrichissant au-delà de soutenir parce qu'on se comprend l'une et l'autre, puisqu'on est dans la même galère, d'échanger culturellement là-dessus. Et après, quand moi je suis allée au Canada, j'ai emmené des pralines, vous voyez, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas là-bas. Et je leur ai fait de la brioche aux pralines. Je me suis dit, je vais ramener un peu de Lyon là-bas. Puis tous mes collègues, ils étaient super gênés que je leur ai fait quelque chose à manger. Donc ils m'ont tous fait quelque chose de leur pays. Du coup, j'ai eu droit à des baklava, à des spécialités mexicaines, à des spécialités iraniennes. Et franchement, c'était génial, quoi. Donc non, vraiment, c'est un super aspect, ça c'est hyper enrichissant et je pense que c'est à considérer aussi quand on veut faire un doctorat, on s'enrichit tellement. Là, là, tu confirmes quelque chose d'absolument ouf, c'est que peu importe la nationalité, peu importe l'âge, peu importe la situation, on est tous d'accord pour dire que la nourriture, c'est quand même un truc qui nous rassemble tous, quoi. D'accord, ouais, là-dessus. Donc Ok, ouais, non, non, c'est vraiment chouette. d'accord. Ok. Et il y a une espèce de petit flottement, je veux dire, il y a un petit temps où, genre, par exemple, à la fin d'une recherche, vous allez justement tous faire des voyages et, entre guillemets, partager votre connaissance, entre guillemets, et ensuite, avant de rattaquer une autre recherche, ou alors, est-ce que tout se fait en même temps, par exemple? ah, ça se fait en même temps et en parallèle parce qu'en fait, quand on veut aller dans une conférence, on écrit un article qu'on soumet, donc qui va être relu par d'autres chercheurs qui sont, on ne sait pas qui, hein, qui sont dans le monde, hein. Donc moi, par exemple, ça m'arrive de le faire pour des conférences ou des revues, et qui vont donner un avis, qui vont dire, effectivement, cet article est intéressant, on veut bien entendre le chercheur présenter ses travaux pendant la conférence. Et ça met plusieurs mois en fait, le temps que les gens relisent l'article, etc. Donc au moment où on dépose la soumission et le moment où la conf
la conférence a vraiment lieu, il peut se passer 6 mois ou 10 mois. Donc voilà, on fait autre chose en attendant et on a toujours plusieurs trucs en parallèle, quoi. D'accord, ok. Ok, super. Ok, ok. Et bien sûr, tous nos voyages sont payés. On paye pas les voyages, hein. Enfin, je veux dire, Ah, ça régale. voilà. C'est aussi, voilà, c'est pas que ça soit clair, hein. Les C'est petits c'est le 600 balles. laboratoire qui paye. Ah, c'est super. Super. D'où l'intérêt de chercher des financements, parce que sinon on peut pas voyager. Ouais. Oui, c'est vrai. En parlant de financement, moi j'ai reçu une question. Est-ce qu'il n'est pas possible de passer par un appel aux dons où maintenant il y a les cagnottes participatives, etc. Est-ce qu'il y a, enfin, quels sont les financements possibles, les manières de se financer, voilà. Est-ce que c'est l'État qui paye? Est-ce que c'est des entreprises privées parce qu'elles veulent aussi obtenir les résultats? Ou est-ce que ça peut être juste nous en tant que particulier, on peut dire bah, j'ai envie d'aider un laboratoire et de donner mes 20 euros d'argent de poche ou parce que je suis aussi un peu plus riche et voilà, je fais un don au laboratoire. Comment ça se passe en fait, cette partie financement? Qui peut participer? Ouais, je peux peut-être répondre là-dessus, juste pour donner un ordre d'idée, mais en, en moyenne, une thèse, sans trop prendre en compte les équipements, etc., machin, quand c'est des équipements lourds, mais ça va être entre 120 et 150 000 euros. Le coût en fait de la thèse, hein, sur 3 ans. Et quand on fait des projets de recherche où il y a plusieurs thésards, où on travaille, on doit acheter des équipements, on invite des projets qui montent à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire le million d'euros. Donc effectivement, faire des cagnottes participatives, c'est une bonne idée, mais il va falloir beaucoup de cagnottes. Il va falloir casser beaucoup de... Donc effectivement, ce qu'on fait, c'est que il y a effectivement deux sources soit de l'argent public, soit de l'argent privé. Donc, soit on va répondre à des appels d'offres, par exemple de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui peut proposer en fait de financer des travaux. Ça peut être aussi au niveau national, donc l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui va dire tous les ans, ben voilà, en fait, on va donner de l'argent à des gens qui proposent des sujets dans tel et tel domaine. Et il y a l'Europe aussi, mais encore d'autres financeurs, comme par exemple l'OTAN. Enfin, bon, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. Mais l'Europe aussi donne beaucoup d'argent. Et puis après, on a effectivement des contrats avec des industriels, donc tel ou tel industriel qui ont besoin en fait d'avoir des gens qui font de la recherche pour leur indiquer un peu la route, pour leur permettre en fait de faire la partie recherche qu'ils ne peuvent pas faire. Et ben effectivement, ils vont nous donner de l'argent, on va collaborer avec eux pour effectivement ben, voilà, faire de la recherche et leur fournir des résultats. Donc là, c'est souvent assez précis avec les industriels, mais et voilà. Et donc, quand on fait, quand on fait de la recherche appliquée, la part qui vient du privé peut être assez importante, quoi. Ça peut être plus de la moitié qui vient du privé, quoi. Ok. Et ça conditionne du coup le salaire des doctorants aussi, parce que c'est vrai que je connais des doctorants qui font des thèses CIFRE, ils n'ont pas du tout le même salaire. Et Exactement. j'ai moi-même un autre collègue, lui, c'est pas une thèse CIFRE, il est sur un projet européen, et du coup, c'est pareil, là, c'est pas les mêmes organismes qui financent, et du coup, enfin, il a une rémunération qui est bien plus haute que la nôtre aussi, donc ça conditionne le salaire des doctorants derrière aussi. Peut-être pour préciser ce que dit Émilie, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, il y a un cadre Ça. spécifique qui s'appelle les thèses CIFRE. Une thèse CIFRE, c'est en fait quelqu'un qui fait son doctorat, mais dans une entreprise. Il est encadré par un professeur à l'université, dirigé par une équipe au niveau d'université, mais son employeur, c'est pas l'université, contrairement aux autres doctorants, c'est une entreprise. Et après, il travaille dans cette entreprise, il peut aussi venir au labo, voilà, suivant Ça. les sujets. Mm. Et effectivement, Ouais, ils pareil. peuvent être payés un peu mieux, ils peuvent même avoir intéressé, avoir des options, etc., des actions, je veux dire. Ça peut être pas Ah oui, mal. d'accord. Ok. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, bah là, par exemple, on en a un dans l'équipe qui travaille avec nous, qui lui a une thèse CIF, mais qui là est pour l'instant depuis janvier à peu près, parce que lui c'est un Brésilien, donc il était un peu bloqué au Brésil ces derniers temps. Mais jusqu'à janvier prochain, il est au labo et à partir de janvier prochain, il va partir du coup en entreprise. Du coup, il aura travaillé des deux côtés. Il aura quand même le cadre du labo. C'est quand on est en thèse CIFRE, on peut être tout le temps dans une entreprise, mais on peut aussi avoir les deux côtés, la partie vraiment laboratoire et la partie plus entreprise. Full bénéf, quoi. Et ceux qui ont réussi à faire ça, c'est tout bénéf pour eux, quoi.
Après, il faut voir ce que tu envisages derrière aussi, parce C'est ça. que, par exemple, quand tu envisages une carrière académique, c'est pas forcément un avantage pour la suite. Donc ça dépend vraiment de ce que tu envisages derrière. Faut avoir une petite idée quand même, parce que pas ça ferme des portes, mais c'est vrai que face à un autre candidat qui aurait un parcours similaire académique, je pense qu'on préférerait, enfin je peux me tromper, mais un candidat qui aurait fait plutôt une thèse classique, on va dire. Et Et par après, il y a exemple, en plus, Ah vas-y, pardon, vas-y, vas-y. vas-y. Non, j'allais dire, il y a une autre difficulté aussi, je pense, qui peut être, quand on fait une thèse chiffre, tout ce qui est article, parce que certainement que les entreprises, elles sont pas toujours, enfin, ça doit dépendre des entreprises, mais très ouvertes à publier sur leurs recherches actuelles. Donc ça, c'est autre chose encore, mais c'est à prendre en considération. Du coup, ce que j'allais dire, c'est du coup pour revenir un peu sur ce qu'elle disait avant, c'est que en fonction de ce qu'on veut faire derrière, tout à l'heure on parlait de l'enseignement. En thèse cifre, l'enseignement c'est pas inclus dans le contrat en fait, dans le contrat doctoral. Donc par exemple, si s'il y a des doctorants en CIF qui veulent faire de l'enseignement, s'ils sont obligés de poser des jours de congé le jour où ils vont aller faire les enseignements. Du coup, il y en a très peu qui vont en faire, donc ils n'ont pas cette expérience-là. Donc voilà, c'est en fonction de ce qu'on veut faire derrière, c'est vrai que qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ok. Ok, super. Ah, super, hein. On a déjà bien dégrossi le sujet. Mm. Je sais pas ce que vous en pensez. On a déjà fait pas mal le tour. Vous avez une dernière idée un petit peu. Nous, on a fait un peu le tour de nos questions. Est-ce que vous avez quelque chose entre guillemets à rajouter qu'on aurait pu oublier de vous demander, par exemple? Mais peut-être un point important qui est finalement pourquoi faire une thèse et puis qu'est-ce qu'on peut faire en fait une fois qu'on a une thèse. D'abord, en fait, le truc de pourquoi faire une thèse, c'est vraiment pour moi l'intérêt principal, c'est d'avoir une expertise pointue dans un domaine. C'est vraiment, vous allez pendant 3 ans, avec toute la liberté que vous pouvez avoir, vous allez réfléchir sur un sujet et ça va faire de vous quelqu'un d'expert. Et quand une thèse se passe bien, je vous parlais de la soutenance tout à l'heure, en fait, la soutenance, c'est pas une interrogation par le jury. Le jury va poser des questions, mais c'est une discussion. C'est vraiment, en fait, avoir l'avis du thésard, du doctorant, en fait, sur des questions scientifiques, savoir qu'est-ce qu'il en pense, etc. Donc ça devient un expert à la fin des 3 ans. Et donc après, en fait, la majorité des doctorants, de ceux qui ont un doctorat en France, ne font pas enseignant-chercheur. Ça, c'est une toute petite ou chercheur, hein. C'est une petite partie, hein. La plupart des gens vont travailler en entreprise après, sauf que vous avez un diplôme à Bac+8 et qui est le diplôme reconnu au plus haut niveau Ouais, international. c'est ça. Si vous allez, par exemple, travailler aux États-Unis ou même travailler pour une boîte américaine qui est en France, hein, je connais ça, en fait, vous ne serez pas payé pareil si vous êtes ingénieur en Télécom Saint-Étienne ou si vous avez un doctorat, parce que là, vous êtes PhD, comme on dit, et du coup, vous allez avoir une meilleure carrière très clairement en fait, que d'autres personnes. Donc, si vous envisagez de travailler à l'étranger, c'est vraiment très, très, très intéressant et pertinent de faire une thèse. Et après, effectivement, ça ouvre la porte et la possibilité de faire d'autres carrières comme celle d'enseignant-chercheur ou de chercheur. Mais voilà, qui sont des carrières qui sont assez, qui sont vraiment. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très très compétitif et très difficile. Mais on peut y arriver, hein, il n'y a pas de, c'est pas de souci. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est un peu le parcours du combattant. Euh, donc voilà, c'était pour dire ça, ne pas penser que faire une thèse, c'est forcément c'est pour aboutir à un boulot académique dans l'université, une chose comme ça. Et c'est en fait pas du tout le cas, quoi. Ouais, en fait, c'est une vraie question là que vous soulevez. Finalement, si on n'est pas enseignant-chercheur après une thèse, euh, enfin, entre guillemets, même si on devient excellent dans un domaine, est-ce que ça veut dire qu'on sera obligé de, enfin, j'imagine qu'on va pas être obligé de rester cloîtré dans ce domaine, quoi. J'imagine qu'on peut avoir quand même d'autres métiers, pas forcément, enfin, je sais pas en fait. Si on n'est pas Bah, enseignant-chercheur, finalement, on peut, enfin, la plupart du temps, on part dans quoi si on n'est pas ça? avant d'avoir le doctorat, on a déjà eu quelque chose. Oui, Déjà, enfin, nous, par exemple, avec Émilie, on est ingénieur à la base. Donc, on a déjà le diplôme d'ingénieur qui nous ouvre plein de portes. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est pas que le diplôme de doctorat va fermer les portes d'ingénieur et ouvrir que celles de chercheur, mais à l'inverse, ça va ouvrir plus de portes. Et du coup, on arrivera avec une expertise en plus. On peut très bien être en fait ingénieur, mais avec une très grosse expertise dans un domaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire forcément dans ce domaine-là. On reste aussi ingénieur à la base. Après, ça dépendra des choix de carrière de chacun.
Et après, ce qu'il faut voir, c'est que pendant les 3 ans de thèse, en fait, les doctorants vont développer des capacités, en fait, du fait de leur travail, qu'un ingénieur sec, un ingénieur qui a juste son diplôme, n'a pas forcément. Tu vois, présenter ses travaux en anglais, être capable justement dans un état de l'art de synthétiser l'information et de trouver des choses, etc., de savoir mener une recherche. Et les entreprises se sont rendues compte que ça, c'était des compétences très bonne, très importante. Et en fait, les entreprises, depuis une vingtaine d'années, ont vraiment changé d'état d'esprit. Et pareil, les académiques, avant, il y avait un peu de monde, hein, les gens ne se parlaient pas, il y avait les universitaires et les industriels. Et parce qu'on a été obligé de travailler ensemble dans des projets collaboratifs, il y a eu justement les thèses CIFRE, etc., qui ont fait que les deux se sont rapprochés et compris. Et maintenant, les entreprises, en tout cas, moi, je vois les doctorants, je peux vous donner l'expérience, depuis que je suis à Saint-Étienne, j'ai eu plusieurs doctorants ingénieurs, dont deux ou trois même de Télécom Saint-Étienne, et ils ont trouvé un boulot dans l'industrie, mais tout de suite, avec des super postes. Et je peux vous dire que le retour qu'ils me font, c'est on n'aurait pas pu avoir ces postes si on n'avait pas fait de thèse, quoi. Parce qu'effectivement, on va être sur des domaines un peu spécifiques, etc. Et après, c'est pas parce que vous avez fait une thèse que toute votre vie, vous allez être scientifique. Vous pouvez après occuper d'autres postes de, de management, de gestion de projet, etc. Monter votre boîte. Il y a aussi un certain nombre de doctorants qui montent une boîte après, à partir des travaux qu'ils ont fait, etc. Ça, c'est aussi un cas qui arrive de temps en temps. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Vous pouvez aussi arrêter tout et élever des chèvres dans le Dans le Larzac, Larzac, je hein. sais où. Voilà, ça, c'est aussi un choix. De toute façon, c'est qu'une expérience en plus, c'est qu'un diplôme en plus, ça va pas fermer les portes. À l'inverse, c'est que bénéfique. Et Ok, puis, c'est moi, je vraiment- voulais rajouter que c'est vrai qu'on a un peu le cliché aussi du doctorant, surtout en sciences, je trouve, qui passe son temps dans le laboratoire. Mais comme disait Lilian, en fait, on apprend à communiquer de plein de manières différentes sur nos travaux. Et ça, après, ça sert dans tellement de choses. Parce qu'il y a des postes que vous pourrez avoir que si vous avez un doctorat, si je dis pas de bêtises, par exemple, si vous voulez faire ingénieur en recherche et développement, ça va être très difficile avec juste un diplôme d'ingénieur. Vous serez plutôt cantonné à un poste d'ingénieur d'études. Et par contre, si vous avez le doctorat, bah déjà maintenant il y a des aides. Alors mon copain me taperait sur les doigts là parce que lui il est en plein dedans, il sait ce que c'est, mais en gros les entreprises reçoivent des aides quand elles embauchent des doctorants. Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais il y a le salaire qui est pris en charge la première année, je crois, quelque chose comme ça. Donc, du coup, les entreprises, elles sont forcément intéressées par votre profil. Mm. Ensuite, par exemple, moi, mon copain, il est dans tout ce qui est financement de l'innovation. Et bien, lui, il est sorti du coup aussi de Télécom Saint-Étienne avec juste un diplôme d'ingénieur. Et il a fait un master en parallèle après au Canada, mais pas un doctorat. Et il a vu la différence parce qu'il avait des collègues qui, par contre, occupaient le même poste que lui, mais avaient obtenu un doctorat. Et pour tout ce qui est recherche dans les articles, état de l'art, pour les entreprises qui lui demandent, OK, on a tel projet et on voudrait trouver un financement en le faisant passer pour l'innovation, faites-nous un dossier. Et ben là-dessus, il se rend compte que lui, il est moins efficace, par exemple, que quelqu'un qui a fait un doctorat. Après, il y a tout ce qui est aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi tout ce qui est vulgarisation scientifique derrière. Parce que comme vous apprenez à communiquer sur vos travaux avec différents publics, il faut savoir s'adapter aussi. Vous n'allez pas parler pareil lors de votre défense de thèse ou à un public qui ne connaît pas forcément grand-chose en sciences. Donc ça, c'est super important aussi. Donc non, franchement, je pense qu'il y a plein de choses et qu'une fois qu'on a fait un doctorat, on n'est pas cantonné à juste faire de la recherche. Si on a envie d'aller vers autre chose, il y a plein de possibilités, quoi. Eh ben, je trouve ça super que vous ayez abordé ce point parce que finalement c'était hyper important. Enfin, je trouve que c'est un super point que vous venez de soulever là. C'est au top. Petite mine d'informations qui fait plaisir. Bah, merci beaucoup. Super cool. Ouais, et il y a juste la dernière petite Merci. question qui est dans le chat qui pointe plus Lilian, qui demande combien de sujets tu as en ce moment et de combien de personnes tu es superviseur. Alors je sais pas si tu as peut-être plusieurs personnes, mais Bon, moi, je suis dans beaucoup, peut-être un peu trop, mais euh, du coup, d'avoir 6, ouais, six doctorants en même temps. Mais en fait, il y en a de plusieurs années. Il y en a deux qui vont bientôt soutenir à la rentrée, mais c'est beaucoup. Mais il se trouve qu'en fait, pour être directeur de thèse, il faut être HDR. Donc ça, c'est un autre diplôme. Après le doctorat, vous avez encore un diplôme encore plus haut, le plus haut diplôme de l'université qui est l'habilitation à diriger des recherches.
Et donc, il se trouve que dans mon équipe, en fait, on n'est que deux à l'avoir et l'autre, Victor Fischer, que vous connaissez sûrement, lui est, bon, est pas loin de la retraite, donc il est moins engagé. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de doctorants, mais bon, voilà, ça dépend après des moments. Ouais. D'accord. Ok. C'est tous à peu près Euh, sur le même sujet ou c'est vraiment des sujets Non, c'est totalement très très. différents? Alors là, c'est très très large. Hein. Enfin, c'est toujours donc dans mon équipe, on travaille toujours sur la problématique de la sécurité des systèmes électroniques. Hein. Mais il y a des gens qui font du machine learning. Il y a des gens qui vont travailler au niveau de l'architecture, des processeurs pour trouver des solutions sécurisées à ce niveau-là. Bon, Pierre-Antoine, il fait des choses un peu différentes sur la manière de réaliser les calculs vraiment précisément pour éviter des fuites d'informations. C'est en fait très 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 large, quoi. Ok. Donc c'est un peu la difficulté des fois hein, d'être parce qu'il faut qu'on ait beaucoup de sujets, il faut qu'on sorte des choses, etc. Puis on est très sollicité. En fait, il se trouve que nous, l'équipe est plutôt bien vue au niveau national et international. Donc en fait, c'est les gens qui viennent nous chercher, qui veulent qu'on soit dans leur projet. Donc c'est intéressant, on y va. Mais voilà, ça fait pas mal de choses à, à faire et voilà, c'est sur un spectre assez large. Ouais. et j'ai une question un peu peut-être personnelle ou je ne sais pas. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça t'arrive à toi, parce que tu es le seul en fait professeur ici, enfin qui dirige, est-ce que ça t'arrive de te sentir plus à la hauteur, entre guillemets? Parce qu'on a des thésards justement qui sont là pour découvrir de nouvelles choses. Et est-ce que ça t'arrive de te sentir dépassé? Bah, dépasser, non, il faut pas, vaut mieux pas. Ça, c'est Oui, bah sûr oui. qu'il vaut mieux pas. Mais Après, le truc, c'est qu'effectivement, bon, en plus, moi, je suis pris par pas mal d'autres responsabilités. C'est sûr qu'à un moment donné, en fait, on va être un peu moins précis dans la connaissance de l'état de l'art, etc. Alors, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas que le directeur. Il y a aussi un encadrant, qui est souvent quelqu'un qui n'est pas encore HDR. Donc là, par exemple, pour Pierre-Antoine, c'est mon collègue Vincent, qui lui est chargé de recherche, donc il est chercheur à plein temps au CNRS et qui encadre aussi Pierre-Louis. Donc il n'y a pas que le directeur de thèse en fait dedans. Et par contre, moi, effectivement, à travers toutes les thèses que je lis pour faire des rapports, etc., j'ai une connaissance des fois un peu plus macro des choses. Et par contre, j'ai beaucoup d'expérience qui fait que, par contre, après, je sais voilà, interroger pour qu'on sorte les choses, etc. Mais au bout d'un moment, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans toutes les thèses, hein, vers la fin de la thèse, le doctorant, il a une meilleure connaissance des choses sur son sujet hyper pointu que son directeur de thèse, hein, parce qu'effectivement, il a vraiment mis les mains dedans, etc. Et après, ça devient vraiment une relation intéressante où bah, chacun apprend de l'autre. En fait, en tant que directeur de thèse, moi, j'apprends énormément pendant toutes les thèses, quoi. Et j'apprends du doctorant, en fait. Le doctorant, il m'apprend des choses et c'est ça qui est intéressant, quoi. ok, super. Bah, merci beaucoup. De Dernière rien, c'est à chose, moi. Mathieu, ou si tout est bon? Euh, Ah, il y a une dernière petite question dans le chat. Juste, pour, ouais, pour tous les trois, votre petite projection, moyen, ou en tout cas moyen long terme, dans les années qui suivent, ou après enfin, vos thèses quand certains l'ont fini, et puis peut-être dans les années qui suivent pour Lilian, quelles sont tes projections? Où est-ce que tu te vois d'ici à 2-3 ans? On n'est pas en entretien d'embauche, mais juste voir un peu quelles sont les prochaines étapes? Parce que bah voilà, t'es arrivé quasiment au sommet, on va dire. T'as toutes les médailles déjà. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Voilà. Oui, oui, bah oui, oui, on peut toujours aller plus loin. En fait, d'ailleurs, on n'arrête pas. En fait, on est toujours en train de se mettre sur des nouveaux projets. En fait, c'est très dynamique. Et le truc, c'est qu'il n'y a rien de routinier dans notre métier. Donc, en fait, c'est toujours motivant. Voilà. Donc, après, il y a des trucs, par exemple, qui sont très, très difficiles à avoir, qui sont des bourses européennes qui s'appellent les ERC. Ça, c'est le top du top. C'est un truc, voilà, j'aimerais bien voir ça dans le futur, mais le niveau est encore très très élevé là. Donc, c'est un petit peu comme au foot, hein, vous dépassez, vous êtes au niveau départemental, national, et puis après, quand vous commencez à jouer à l'international, bon, c'est pas la même compétition. Donc voilà, ça peut être ça. Bon, il y a après, je sais pas, hein, Pierre-Antoine, Émilie. Moi, je trouve que pour moi, en tout cas, c'est encore un peu tôt pour me dire qu'est-ce que je vais faire dans 2-3 ans parce que comme là, ça fait pas encore un an que je l'ai commencé. Je sais pas encore est-ce que je vais enchaîner sur de la recherche, est-ce que je vais plutôt aller dans le privé, est-ce que je sais, en vrai, pour l'instant, je suis
Je me pose pas encore trop la question. C'est aussi ça l'avantage de se dire que la thèse dure 3 ans, c'est qu'on a 3 ans un peu de sûr. On est sûr d'avoir 3 ans dans lequel on sait ce qui va se passer. Et du coup, on peut, voilà, pour l'instant, le projet, il n'est pas encore trop construit pour ma part. Ok. D'accord, ok. Et Et pour toi, puis, Émilie? ouais, ben pour moi, du coup, j'avoue que j'ai toujours fonctionné depuis toute petite en me disant fais tout ce que tu peux pour atteindre ce que tu as envie d'avoir, et puis comme ça, au moins, tu n'auras pas de remords. Donc, moi, j'avoue que j'aimerais quand même vraiment devenir maître de conférence, que j'adore, mais depuis toute jeune, en fait, redonner un petit peu de ce qu'on me donne. En fait, les gens me donnent tellement au laboratoire que j'adore, du coup, enseigner pour redonner un petit peu de la passion que les gens qui ont pu m'encadrer au cours de mon cursus ont partagé avec moi. Et c'est vrai que le fait que j'ai eu des super retours de la part de parents qui avaient carrément demandé à ce que je refasse le cours à leurs élèves, ça m'a énormément touchée. Et j'adore en fait, comme disait Lily, en fait, moi j'ai jamais voulu faire quelque chose de routinier. Et je trouve que le métier d'enseignant-chercheur, c'est ça en fait. C'est pouvoir se consacrer à plein de tâches différentes et être super polyvalent, et j'adore ça, moi j'en redemande. Donc du coup je dirais que ouais, dans 4 5 ans j'adorerais pouvoir enchaîner sur des contrats post-doctorat, et après pourquoi pas tenter de postuler pour devenir maître de conférence. C'est quelque chose que j'adorerais. Après, comme Pierre-Antoine, je ne me ferme pas de porte. Je me renseigne sur tout ce qu'il y a d'autre. La vulgarisation, je trouve ça super sympa aussi. Le privé, je pense que ça me correspondrait moins, mais je le tenterais si jamais ça fonctionnait pas pour moi, quitte à retenter plus tard d'autres concours. Mais voilà, ouais, je me ferme pas de porte, mais j'avoue que pour le moment, j'ai quand même bien en tête maître de conférence. D'accord, super. Il y a besoin d'un doctorat pour être maître de conférence. Ça ou l'agrégation, si je dis pas de bêtises, à minima. Euh, L'agrégation, ça doit être possible peut-être en éco ou des trucs comme ça, mais en sciences, c'est un doctorat, ouais. Ouais. Il faut D'accord. même un peu plus que ça, en fait. Il faut un doctorat et après, il faut passer ce qu'on appelle une qualification en fonction de maître de conférence. Oui. Et ça, c'est un espèce de truc national qui vérifie que vous avez bien tout ce qu'il faut pour postuler. Donc, il faut effectivement, il faut un doctorat, ouais. D'accord. Ok. Et ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour là. Hmm. On a bien Franchement, dégrossi le sujet. un très très bon échange avec très très bonnes informations. Bah, on va conclure là-dessus. Bah, merci à vous en tout cas pour vos interventions. Oui, super. Je Merci à pense vous. on vous retrouvera peut-être plus tard. Je pense après la rentrée. Euh, Parce que déjà, premièrement, il y a un sujet que je veux aborder, moi, c'est autour de la sécurité, etc. Cybersécurité, etc. Donc ça sera des thèmes qui viendront un peu plus précis, qui seront un peu plus précis, qui viendront l'année prochaine, à la rentrée. J'ai une branche aussi crypto, etc. Chiffrement, hachage, toutes ces fonctions-là, parce que après on veut essayer d'aborder le thème de la blockchain, etc. Donc ça peut être des données qui sont hyper intéressantes du niveau théorique. Donc c'est pareil, c'est des lives qu'on est en train de programmer. Moi je suis en train de rechercher les gens pour intervenir. Donc on partira aussi des bases techniques de crypto, comment chiffrement, hachage, etc. Comment ça marche. Et ensuite, bah, je pense qu'on verra aussi pour ce qui est de l'étranger. On a pu entendre que Emily avait une bonne expérience de l'étranger. Donc on reviendra, je pense. Par contre, ça sera d'ici la fin de l'année. Parce que beaucoup d'entre nous, et je pense que Quentin pourra que le confirmer, sont un peu déçus de ne pas pouvoir partir, ou en tout cas n'ont pas forcément les voyages qu'ils ont, enfin, qu'ils veulent. Et donc on va quand même essayer de pouvoir profiter au minimum de l'expérience des anciens sur leur voyage pour qu'ils nous fassent rêver un petit peu et qu'ils nous donnent envie de voyager, même à la fin, même après les cours, même après nos diplômes, pour nous montrer à quel point c'est une belle expérience et que c'est important, je pense aussi dans le cursus d'un homme avec un grand H que de voyager, se confronter à d'autres cultures. Mm. Euh, sur ce, je pense, remercie beaucoup tous ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve la Merci à semaine nos prochaine avec auditeurs. Inspire. Donc la semaine prochaine, on sera avec Inspire, ancien président, nouveau président et normalement une personne qui a aidé aussi à faire des projets. Dans 15 jours, on se retrouve avec l'incubateur. Donc, donc ça sera on reviendra sur l'entrepreneuriat, mais après l'école, par contre, ça sera plus en tant qu'étudiant. Et la notion d'incubateur, qu'est-ce que c'est qu'être incubé, monter sa start-up, être accompagné, etc.
Et puis bah, on finira, je pense, par le voyage à l'étranger. Voilà le programme des prochains jours. Merci beaucoup. On vous fait plein de bisous. On vous souhaite un bon week-end. Profitez bien des bars. Finissez l'année correctement. Et puis bah à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À Si. très bientôt. Et puis, merci aux auditeurs.